Je vous propose qu'on enchaîne directement avec l'autre intervention qui s'inscrit dans le prolongement. On a beaucoup parlé de matière organique, chimie organique. Ça tombe bien, on va aussi parler carbone des sols avec Jean-Luc Schott, qui est chercheur à l'IRD, qui a posé une question tout à l'heure. Donc, pendant qu'il descend les marches, je fais un petit peu son CV. Jean-Luc est référent scientifique 4 pour 1000 pour l'IRD, président du comité scientifique français de la désertification, et ses sujets de recherche traite de matière organique des sols comme agent de fertilité et de résilience climatique. Ces terrains, les Antilles françaises, l'Australie, le Sahel, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais avec des démarches, on l'espère, et des résultats applicables à nos zones climatiques. Jean-Luc, c'est à vous. Ouais, merci beaucoup Pierre, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé de prendre la parole. Je commencerai que mon message principal, c'est si l'on prend soin des stocks de matière organique des sols, des stocks de matière organique dans les sols, on prend soin de l'écosystème et de l'environnement. C'est le message que j'essaie de vous délivrer. Et le chapeau général de ce message, c'est que si l'on veut faire ça, il faut mesurer, il faut connaître ce qu'on a, parce qu'à partir du moment où on connaît, on est capable d'agir en conséquence. Et si vous regardez l'intitulé de mon exposé, un levier pour la transition vers une agriculture durable, j'avais peut-être envie, suite à l'exposé de Pierre Barret, de dire un alibi pour un développement non durable. Mais j'assume totalement cette position. Et comme le disait Pierre, je suis impliqué dans l'initiative 4 pour 1000. Donc, mon exposé... Oui, on précise qu'on ne va pas tellement parler de crédit carbone tant que tel. Ça sera peut-être l'objet d'une question. On ne va pas forcément parler de labellisation, de crédit carbone. On va vraiment s'intéresser aux composés et à une approche très agronomique et pédologique, voire même écologique, du sol par le prisme du carbone. Oui, merci beaucoup de cette précision, Pierre. Donc, avant de rentrer dans pourquoi la matière organique des sols est un levier important pour le développement durable, d'une agriculture durable, on sait tous maintenant que la question de l'agriculture, c'est aussi la question de biodiversité, c'est aussi la question du climat. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se situe mon exposé. Et un certain nombre d'éléments de contexte qu'on maîtrise tous. Les sols, vous voyez une représentation, un sol, c'est un substrat complexe en 3 dimensions, vivant, qui a une diversité qui va dépendre du climat, des pratiques, de la roche-mère. Et vous voyez sur cette diapositive une série de sols venant de Madagascar, empruntés de mon collègue Clovis Grinan. Et vous voyez la diversité des couleurs, la diversité des propriétés. Et donc, on a intérêt à connaître cette diversité avant d'agir. Quand on parle de matière organique dans les sols, et on le sait tous, hein, on a été, comment dire, bercé, et puis on a étudié autour de ça que le mécanisme principal est un mécanisme biologique autour de la photosynthèse. La photosynthèse, elle est pilotée par les plantes, et donc c'est important, la relation entre les plantes et les stocks de matière organique des sols, avec alimenter toute une série de processus, les communautés microbiennes, les vers de terre ou les termites dans les zones plus sèches, et qui vont alimenter les stocks de matière organique dans les sols. J'évoquais le fait que si l'on veut agir, il faut connaître les stocks de matière organique, mais il faut aussi savoir sous quelle forme ils sont présents dans les sols. Et sur cette diapositive empruntée de ma collègue Tiffaine Chevalier, vous voyez qu'il y a tout un continuum entre les débris végétaux qui tombent au sol, c'est la partie haute de cette diapositive, qui est décomposée par des organismes vivants. Ils représentent un compartiment de 15% de stock de matière organique dans les sols. Il ne faut surtout pas les oublier. C'est pour ça que je disais que le sol est un milieu vivant. Il y a aussi des débris, des matières organiques mortes qui représentent le reste, sous forme particulière. Si vous allez sur des parcelles paysannes en forêt, on voit des débris de végétaux, des débris de racines et d'autres débris que l'on est capable d'identifier. Et l'autre compartiment de stockage également, c'est la matière organique associée aux éléments minéraux, que ce soit les argiles ou qui est la zone de stockage principale de cette matière organique dite morte. Si l'on regarde maintenant, à nouveau toujours, je vais rester sur... Pour agir, il faut connaître les stocks et il faut pouvoir les mesurer. Je reviendrai sur ma dernière diapositive. Vous avez sur cette diapositive toute une série d'écosystèmes qui vont de la forêt tropicale, et vous voyez en vert la biomasse aérienne et en brun la matière organique du sol. Le premier constat, c'est qu'on voit que le ratio entre ce qui est en biomasse aérienne et ce qui est en matière organique du sol n'est pas constant. Et on revient à cette notion. Ça dépend du climat, ça dépend des types de sols, ça dépend des pratiques. Et donc, c'est très important à la fois de s'intéresser à la matière organique du sol, mais aussi de savoir ce qu'il y a
dans la partie aérienne, parce que c'est la partie aérienne qui apporte la matière organique au sol. Et qui conditionne son évolution. Et qui conditionne effectivement son évolution, sa qualité. Une litière d'eucalyptus n'a pas le même impact qu'une litière de chêne ou qu'une litière, un résidu de culture de maïs ou de blé. Vous voyez ici un travail qui a déjà été montré, me semble-t-il, dans une des diapositives, sur l'estimation ou la mesure des stocks de matière organique dans les principaux sols en France. Vous voyez la diversité des couleurs, donc la diversité des stocks, la diversité des stocks de matière organique dans les sols. C'est un travail qui a été fait par le GIS-Sol, auquel participent l'IRD, le CIRAD et l'INRAE. Il est bien évident, et nous avons tous ça en tête, que la matière organique des sols a une importance sur la fertilité physique des sols, sur l'activité biologique des sols, sur la qualité des cultures, ça a été évoqué par ma collègue précédemment, sur la qualité de l'eau. Quand plus on stocke de matière organique, plus le réserve utile, plus le sol est en mesure de stocker de l'eau. Sur la qualité de l'atmosphère, on s'est intéressé depuis la question climatique, depuis 2015, et notamment l'initiative 4 pour 1000, au rôle que peuvent jouer les sols agricoles et les sols forestiers en matière d'atténuation et aussi d'adaptation au changement climatique. Et bien sûr, la matière organique des sols, de par sa propre composition, elle contribue à la capacité d'échange cationique, comme contribue la phase minérale. Avec une question autour des rapports entre azote et carbone. Ce n'est pas forcément la même matière organique ou le stock ou le flux qui influe sur cette capacité de minéralisation et cette biodisponibilité des nutriments. Effectivement, le moteur final de la décomposition de la matière organique sont les communautés microbiennes. Ces communautés microbiennes ont un C sur N de, on va dire, de 6. La matière organique qui arrive au sol a plutôt un C sur N au-dessus de 15, ou même très au-dessus. Et on voit que ce C sur N va conditionner l'activité des micro-organismes, parce que les micro-organismes, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas l'azote, ils recherchent l'énergie contenue dans le carbone de la matière organique. Et si j'étais caricatural, je dirais que la libération d'azote est un sous-produit du métabolisme des communautés microbiennes qui décomposent la matière organique. Donc effectivement, le C sur N de ce qui est apporté est très important. Pourquoi c'est important? Deux exemples. Vous voyez sur cette diapositive, enfin, le schéma à gauche, on a une relation assez bonne ou linéaire entre plus il y a stock de matière organique, plus les rendements des cultures, les rendements sont élevés. Il y a effectivement une diversité, mais la tendance générale est bien celle-là. L'autre point intéressant, c'est que c'est ces deux graphiques sur la droite de la diapositive qui montrent la variance des rendements d'année en année en fonction des stocks de matière organique. Et on constate très nettement que lorsque le stock de matière organique dans les sols augmente, on a une variabilité des rendements qui diminue. Et quand on dit variabilité des rendements qui diminue, on a en tête, on peut s'adapter plus facilement à des variations du climat, puisque la matière organique va permettre de jouer ce rôle-là pour atténuer les impacts sur des aléas, une forme d'effet tampon, quoi. Donc une question de stabilité. Donc à la fois une question de rendement et à la fois une question de stabilité. Et j'en viens à quelque chose qui a émergé en mars 2015 ici à Montpellier lors d'une conférence internationale sur la Climate Smart Agriculture où le ministre de l'époque, Stéphane Le Foll, présent dans la salle devant 700 chercheurs, attire l'attention à partir d'un papier publié en 99, on est en 2015, 99. Je fais juste une parenthèse. Vous voyez le décalage d'appropriation entre une évidence scientifique et une appropriation par un politique, en disant si vous, les communautés scientifiques, vous êtes capables d'augmenter de 0,4% le stock de matière organique dans les sols, on va pouvoir absorber l'augmentation annuelle des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Vous voyez, ces chiffres sont un peu anciens, mais je les ai préféré les conserver puisque c'est à partir de ces chiffres-là qu'a été calculé le 4 pour 1000. Vous voyez les différents secteurs. Donc, la dégradation des terres contribue à 0,9 gigatonnes de CO2 par an. L'océan et les systèmes terrestres participent à piéger le carbone dans les sols et les activités humaines et l'industrie contribuent bien évidemment à augmenter les stocks les émissions de gaz à effet de serre exprimées en équivalent CO2. À partir de ces chiffres-là, l'interpellation était la suivante. Si, à partir d'une gestion appropriée, on est capable d'augmenter le rôle des écosystèmes terrestres, et je reviens à la question de la photosynthèse et à la question des pratiques, et qu'on est capable de prendre ces 4,3 d'augmentation annuelle et de les mettre dans le sol, on va pouvoir participer
à la fois la réduction des émissions, mais accompagner cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui est la priorité, en, j'allais dire, offsetant, en gommant l'augmentation annuelle. Oui, Donc, puis en améliorant aussi la résilience et l'adaptation aux aléas. Si on arrive un peu plus rapidement sur comment on augmente du coup ces stocks, une fois qu'on a compris pourquoi. alors, juste avant de répondre à la question de Pierre, pourquoi 4 pour 1000? Parce que si l'on fait le ratio, si je mets 4,3 qui augmentent annuellement dans l'atmosphère et que je suis capable de les mettre dans le sol, dans les 20 premiers centimètres ou dans les 30 premiers centimètres de sol, parce que c'est la couche arabe la plus sensible aux pratiques, hein, la science a démontré ça. Si vous faites le ratio, le stock dans les 30 premiers centimètres, c'est 800 gigatonnes. Si vous mettez les 4,3 dans ces 800, ça fait environ 4 pour 1000. Ce n'est pas tout à fait le chiffre exact, mais c'est ça l'idée. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, on s'est posé la question, la communauté scientifique, à partir de ce moment-là, a continué à se mobiliser. Ce n'est pas depuis 2015 que la communauté scientifique s'intéresse au stock de carbone dans les sols. Mais en fait, ça a donné un booster. Ça a vraiment mis en évidence l'importance des stocks de matières organiques dans les sols pour la question de fertilité, dont on sait depuis très longtemps que c'est important, mais aussi pour la question du climat. Et donc, beaucoup d'équipes se sont mobilisées. Nous, à EcoSol, on s'est mobilisés. Notre mandat, c'est le monde tropical. Et on a regardé dans toute la littérature internationale quels étaient les drivers qui pouvaient expliquer l'augmentation des stocks de matières organiques. On a regardé les questions de température annuelle, d'aridité, d'indices d'aridité, la richesse en argile, la durée des expérimentations. Et en fait, le facteur qui joue le plus, c'est les apports annuels. C'est le dernier en bas à droite. Donc, ce que nous dit la littérature, pour augmenter le stock, il faut en rajouter. Si on veut augmenter les stocks de matières organiques dans les sols, il faut augmenter les entrées de matières organiques dans les sols. Et ça reboucle avec la question de la biomasse. On ne pourra pas augmenter les stocks de matières organiques dans les sols si on ne fait pas plus de biomasse, si on ne met pas des plantes adaptées à produire de la biomasse. Et notamment, avec un travail qui a été résumé ici dans une belle illustration de Claire Chenu, il montre, elle étudie l'efficience. Si j'amène 100 de biomasse et 100 de biomasse aérienne, et je regarde combien reste au sol, et si je la compare avec un apport de 100 de biomasse racinaire, on voit que l'efficacité de stocker du carbone dans un sol, elle est meilleure si j'apporte la matière organique sous forme de racines. Donc ça pose la question de la pratique. Quelle est la pratique qui permet, dans les 0,30 cm, de dire si l'on fixe, si l'on cible augmenter, ou voire ne pas réduire, la question de la biomasse racinaire est importante. Ça ne sous-estime pas la question des apports aériens. Oui, avec les résidus de culture, j'imagine, et en limitant les exportations, ça contribue quand même à stocker du carbone. Voilà, ça c'est assez conséquent. Et quand on regarde la dynamique, l'enjeu majeur, c'est que, à nouveau, hein, les résultats de la recherche ont montré qu'il était plus facile de faire décroître les stocks de matières organiques que de les augmenter. Ça prend plus de temps de les augmenter que de les faire décroître. Et donc, la question d'un point de vue conceptuel, c'est quel type de pratique, lorsque le stock de matières organiques diminue au cours du temps, on est capable de mettre pour quelle cible? Et à nouveau, ça, c'est un autre élément. Régénérer la matière organique? Je n'ai pas utilisé régénérer. Ça pose la question de la cible. Vers quoi on veut aller? Est-ce qu'on est 4 pour 1000? Ou est-ce qu'on est différemment? Ou est-ce qu'on évite que ça se dégrade encore plus? Ça, c'est un enjeu majeur. Enfin, et donc, là, j'ai repris un schéma du 4 pour 1000. Vous avez en rouge l'impact de l'utilisation d'engrais des minéraux et en vert, si l'on s'intéresse à la biodiversité. Et on a essayé de mettre en perspective chacune des pratiques. Et si j'avais eu la main, j'aurais enlevé agriculture régénératrice de ce schéma-là. Mais j'avais envoyé mon exposé hier, donc ce n'était pas possible. Je fais juste un clin d'œil. Voilà, donc il y a tout un tas de pratiques qui ont des impacts différents. L'autre message que je voudrais faire passer, c'est que les stocks de matière organique, le sol, vous vous rappelez la diversité des types de sols, n'ont pas la même capacité à stocker du carbone dans les sols. Il y a un seuil maximal qui sera très difficile ou pas possible de dépasser. Et le grand pilote de ça, c'est la texture. Un sol sableux, il a une capacité à stocker de la matière organique beaucoup plus faible qu'un sol argileux. Mais ça, je pense que chacun
connaît cette équation. Et donc, à nouveau, la question d'où je pars, vers quel objectif je vais atteindre, quelle pratique, pour quel impact sur les stocks de matière organique. Comment? J'ai repris un schéma, hein, c'est Aurélie qui m'a envoyé ce schéma-là que je trouvais très intéressant. Vous voyez, il y a différentes approches, gérer les parcelles, développer des couverts végétaux, et voilà. Et l'INRAE, à nouveau, a fait un gros travail d'estimation des stocks de matière organique à l'échelle de la France et d'estimer le coût des pratiques à mettre en œuvre pour tenter d'augmenter les stocks de matière organique dans les sols. Un dernier point... j'ai commencé mon exposé en disant pour agir, il faut savoir, il faut mesurer. Et là, c'est une vraie question. Mesurer les stocks de matière organique, c'est un truc qui n'est pas facile. Si on fait appel à des méthodes chimiques classiques, parce que le sol est hétérogène, il varie à l'échelle du mètre carré, il est hétérogène en surface, il est hétérogène en profondeur. Donc, à EcoSol, on a travaillé depuis plus de 15 ans à développer des techniques inspirées de la spectroscopie proche infrarouge qui permet ces techniques d'aller sur le terrain avec une espèce de zapette et on prend un spectre et on a une grande base de données. La base de données nous donne les plus proches voisins en estimation des stocks de matière organique. Ça nous permet, avec une incertitude plus grande que des méthodes chimiques classiques, mais avec le nombre, on peut faire diminuer la variabilité en multipliant par 100 ou 1000 le nombre de mesures. On peut les faire tous les mètres carrés. On a une grosse base de données. Ça nous donne les plus proches voisins, on a les stocks de carbone, et donc on est capable de documenter les états actuels et l'évolution au cours du temps, et ça c'est très important. Le mot de la fin, Jean-Luc? C'était celui-là. Merci. Merci beaucoup. On va prendre 2 minutes avec Jean-Luc et Marie-Emmanuelle pour répondre à une question de votre part. Est-ce que, Elsa, il n'y a pas de commentaire? Une question de votre part sur cette question de la matière organique, la gestion de la matière organique, l'approche système que propose Marie-Emmanuelle, et puis la question du carbone. Bonjour, Marine Piton pour la Chambre régionale d'Occitanie. Alors moi, c'était plus une remarque qu'une question. C'était juste pour dire que j'étais vraiment très d'accord avec ce qu'il avait dit sur le manque de formation des conseillers, dont je me revendique. Alors, sur le 4 pour 1000, je pense que j'en ai entendu plus parler, mais sur notamment les biostimulants, où en ce moment, on est quand même sur un gros questionnement, nous qui ne vendons pas de produits, à les conseiller ou à les déconseiller, parce qu'effectivement, quand on remet le coût de ces produits par rapport à un rendement, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des choses qui sont envisagées, ou pour l'instant, c'est un peu au bon vouloir Oui, alors envisager, je pense que, alors on fait partie du consortium, l'association Biocontrôle et Biostimulants pour l'agroécologie. Donc je pense que dans ce cadre-là, il y a des choses qui vont arriver, mais on en est qu'aux prémices. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur les produits de stimulation. Et c'est un constat que j'ai fait. Alors, je suis enseignant-chercheur un tout petit peu encore à la fac à Montpellier. Elsa me fait former les jeunes ingés ici. Mais on voit bien que sur les questions de biostimulation, c'est le trou noir. En plus, il y a biostimulants et biostimulants, avec des enjeux de définition réglementaire qui sont le problème entre éliciteurs, biostimulants, c'est des choses qui sont un peu... Voilà. Alors, oui et non. Scientifiquement, on est tous d'accord. Moi, le souci qu'il y a, et ça m'a fait plaisir mais de du dire coup, que le conseiller, matin, lui, il doit régler aussi, il a géré le réglementaire aussi. Mais ce matin, on a bien dit qu'on ne parlait pas scientifiquement. Tout ce qui passe par la plante, donc la physiologie de la plante. Moi, en 2014, je travaillais avec l'ANSES et on voulait faire une 3e voie réglementaire qui a été balayée, puisqu'on nous a demandé en Europe 2 voies réglementaires. Il fallait rentrer d'un côté fertilisant, cette dichotomie que je combats depuis des années. Donc aujourd'hui, outre le réglementaire, scientifiquement, on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'on passe par une physiologie, d'où l'effet de la génétique que j'ai montré. Enfin, voilà. Ça, au niveau formation, c'est très compliqué parce qu'il faut un bagage scientifique. Ça m'arrive de faire des formations. Le problème, c'est que je ne peux pas m'adresser à des gens qui n'ont aucune connaissance scientifique de base. On arrive sur des produits techniques. Et c'est là où il y a un frein. Donc là,
je viens tout juste de créer une société et que ce sera que de la formation. Je ne veux pas conseiller. L'idée, c'est pas ça. Mais on manque parce que c'est des demandes de consultants qui m'emmènent avec eux et qui me disent mais dis-nous le vrai du faux ou pourquoi chez eux ça marche ou voilà. C'est-à-dire qu'on est très peu et de l'intérêt de comprendre les modes d'action aussi. Scientifiquement, on travaille en mode d'action. Donc c'est pour ça que quand je dis quand on est par Non, la science, on n'a pas ce problème. Transmettre ça et de transmettre. Et sur le phyto, on devrait avoir le même raisonnement. Mais je me fais pas le porte-parole parce que vous n'avez pas de micro. Sur le phyto, il faudra avoir le même raisonnement. Sur le phyto, c'est déjà. J'ai fait ma thèse chez Bayer sur les SDP. Donc quand même, ça pose il y a 20 ans. Donc ils faisaient déjà des SDP. On travaille en substances actives et mode d'action en phyto. Après, si c'est pareil, encore un problème de formation et de passation, mais tout ce qui est développé est en substances actives et mode d'action. On retient en tout cas que dans le cadre du grand défi biocontrôle et biostimulation pour l'agroécologie, on espère que des grosses attentes en la matière. Et il y a des premiers éléments, je pense aux productions d'IG Agro qui ont été réalisées et à l'ensemble des méthodes. Le problème qu'il y a, c'est que ce sont que des briques individuelles et c'est ce que j'avais. Voilà. Donc moi, je travaille avec ma Green Training Box. Ça reste peut-être une première. Quelque chose de transversal. Voilà. On a un premier élément disponible gratuitement sur mygreentrainingbox.com. C'est ça. Pour à minima partager le même langage sur l'ensemble de ces solutions. J'imagine que le sujet de la formation et la capacité à transmettre le sujet de la matière organique se retrouve également. Sur cet enjeu-là, on le retrouve également, cet enjeu de traduire tout ce que vous nous avez évoqué en connaissances mobilisables par des conseillers pour le déployer auprès d'agriculteurs. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions respectives.